Alors, oubliez un peu tout ce qu'on pense savoir sur les villes. Aujourd'hui, on remonte le temps, mais vraiment loin. Plus de 5000 ans en arrière, au cœur de la Mésopotamie. On va découvrir ensemble comment les Sumériens ont en quelque sorte inventé la vie urbaine pendant une période hyper bouillonnante, celle des dynasties archaïques. Notre voyage commence donc ici, en Mésopotamie, cette terre incroyablement fertile, coincée entre le Tigre et l'Euphrate. C'est vraiment là, dans ce qu'on appelle le berceau des civilisations, que tout a basculé. Des cités aux noms qui font rêver, comme Uruk, Ur ou Eridu, ont commencé à pousser, et avec elles, les toutes premières fondations de notre monde moderne. La question qui nous taraude, c'est « mais quel était leur secret ?» Comment ces cités ont-elles pu non seulement naître de presque rien, mais aussi dominer leur monde pendant plus d'un millénaire? C'est cette grande énigme qu'on va tenter de résoudre ensemble. Pour comprendre ce succès fou, il faut d'abord regarder à l'intérieur, derrière les murailles, voir un peu comment le pouvoir était structuré et comment la société s'organisait au quotidien. Tout en haut de la pyramide sociale, on trouve le roi. Mais attention, ce n'était pas juste un chef de guerre. Regardez bien cette plaque d'Urnanché, le roi de Lagash. Il est là, en train de porter un panier de briques sur la tête comme le plus simple des ouvriers. C'était ça son rôle sacré, être le premier des bâtisseurs, au service du dieu de la cité. En construisant, il garantissait la bienveillance des dieux et donc la prospérité de son peuple. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que le pouvoir n'était pas concentré en un seul lieu. Non, il était partagé entre deux pôles. D'un côté, on a le palais du roi, le centre politique et militaire. Et de l'autre, le temple, qui était bien plus qu'un lieu de culte. C'était une sorte de multinationale de l'époque qui gérait des terres, du bétail, des ateliers, une véritable puissance économique. Et ça soulève une question super importante. Avec des milliers de bouches à nourrir, des récoltes à stocker, du bétail à compter, des rations à distribuer, comment est-ce que les administrateurs de l'époque faisaient pour s'y retrouver, sans ordinateur, sans même une feuille de papier? La réponse, elle tient en un mot. Une invention qui a redéfini l'humanité tout entière, l'écriture. Mais attention, oubliez tout de suite la poésie ou les grandes épopées. Les tout premiers scribes, ce n'étaient pas des poètes, mais des comptables. Et oui, l'écriture est née d'un besoin très concret. Enregistrer les sacs de grains, compter les têtes de bétail et gérer les stocks gigantesques des temples et des palais. Allez, maintenant qu'on a vu ce qui se passait à l'intérieur, voyons comment ces cités toutes indépendantes interagissaient les unes avec les autres. Parce que leur histoire, ce n'est pas juste ce qui se passait intramuros. Alors, un truc crucial à comprendre, c'est que Sumer n'était pas un pays unifié. Pas du tout. Il faut plutôt imaginer une sorte de patchwork de cités-États, toutes très fières de leur indépendance et donc souvent en conflit. Comme le dit cette citation, on est dans un monde où la guerre était endémique. C'était une réalité quasi permanente. Et cette image illustre ça à la perfection. Ce fragment nous montre des guerriers sumériens en action. Les cités se battaient sans arrêt, que ce soit pour le contrôle des terres les plus fertiles, pour les droits sur l'eau, qui était vital bien sûr, ou pour le contrôle des routes commerciales. La guerre faisait partie intégrante de la vie. Pour vraiment saisir l'âme de la vie sumérienne, il faut absolument se pencher sur leurs croyances. C'est un système qui imprégnait absolument chaque aspect de leur existence. Chez les Sumériens, un temple, ce n'était pas juste un lieu pour prier. C'était vu comme la maison physique, la demeure littérale du dieu sur terre. En akkadien, on disait « Bit Shamash », ce qui veut dire la maison du dieu Shamash. La divinité habitait vraiment là, avec sa famille et tous ses serviteurs. Ce tableau le montre bien. Chaque grande cité avait sa propre divinité protectrice, son patron divin si on veut. Babylone avait Marduk, Larsa avait le dieu soleil Shamash, Isin avait Gula, la déesse de la guérison. Et le temple de cette divinité, c'était le véritable cœur qui faisait battre la ville. Mais voilà, après des siècles de prospérité, mais aussi de rivalité incessante, ce système de cités-États indépendantes a commencé à s'essouffler. Ça a préparé le terrain pour un changement radical. Ce que cette chronologie nous montre en fait, c'est l'épuisement d'un modèle. Après des centaines d'années de guerres intestines, le monde des cités-États est à bout de souffle. On voit bien quelques tentatives d'unification, mais c'est finalement l'arrivée d'un homme, un outsider, qui va complètement dynamiter l'échiquier politique. Et cet homme, c'est Sargon d'Akkad. Il n'est pas sumérien, lui, il est sémite. Et avec une ambition et une efficacité militaire jamais vues auparavant, il va conquérir une par une toutes les cités sumériennes pour les unifier sous son commandement. Sargon ne se contente pas de dominer ses voisins. Comme le dit très bien cette citation, il brise le modèle existant. Il met un point final à l'ère des cités-États archaïques pour lancer un tout nouveau concept politique, l'Empire. Et ça, c'est un tournant absolument majeur dans l'histoire de l'humanité. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Est-ce que la fin de ces cités-États sumériennes était inévitable?
Est-ce que l'Empire était l'évolution logique et naturelle ou simplement le résultat de la soif de pouvoir d'un seul homme? C'est une question qui, des milliers d'années plus tard, continue de résonner à travers l'histoire.